La marche du Pain des Roses en 1995, elle a vraiment traversé le Québec. Pendant 10 jours, il y a eu 3 contingents de femmes qui ont marché 20 km par jour pour se rendre à l'Assemblée nationale. Dans les débuts des années 90, là, il y avait 13 % de chômage. Il y avait 20 % des familles qui vivaient dans la pauvreté. Et souvent, là, si on regarde les familles, il y avait, dans les familles monoparentales, 4 familles sur 5, c'était une femme qui était à la direction de la famille, là. Donc, ces femmes-là, souvent, ils la trouvaient dure, là, pas mal. Il y avait 9 revendications qui étaient portées par cette marche-là. Tout le volet de l'équité salariale, les pensions alimentaires qui étaient coupées aux femmes sur leur aide sociale. Il y avait le parrainage des femmes immigrantes. Une femme immigrante arrivait, était parrainée par son conjoint. Donc, si elle vivait de la violence, oh là là. Et les femmes qui venaient marcher, elles la connaissaient, la réalité. Il y en a qui me disaient, je viens marcher pour ma sœur. Ah ben moi, je viens marcher pour mes enfants. Moi, je viens marcher pour moi aussi. Ça a été vraiment un projet qui est devenu local parce qu'il passait à Victoriaville. Donc, toute l'année précédant la marche, les groupes de femmes de chacune des régions, dont la nôtre, se sont mis en action, là. Déjà, je vous dirais, on pouvait avoir des contacts avec certains groupes de femmes, comme le Cercle des fermières ou bien les AFEAS. Mais là, il fallait aller plus loin, il fallait aller chercher d'autres ressources. Demander la nourriture, demander à le cuisiner, et tout ce que ça prenait aussi. Donc, là, on est allé chercher la FEAS, on est allé chercher les cuisines collectives, pouvaient nous donner un coup de main. Il y avait aussi l'Association des familles monoparentales, ça les concernait. Ça, cette marche-là, ça vient du début des années 1900 des États-Unis, où est-ce qu'il y a eu des femmes qui travaillaient dans les manufactures qui sont sorties, justement, puis ils voulaient avoir du pain, c'est-à-dire on voulait avoir un salaire décent, puis on voulait avoir des roses, des conditions meilleures. Donc, c'est ce qu'on revendiquait aussi. Il y avait des femmes de tous les milieux, là, de tous les âges. J'ai vu des femmes de plus de 70 ans marcher. Oui, les hommes pouvaient venir marcher aussi, mais ils étaient à la fin de la marche. Devant l'Assemblée nationale, quand les femmes sont arrivées de la marche, il y en a qui disent 12 000, il y en a qui disent 15 000 personnes, là, mais c'est un des plus gros rassemblements que j'ai vus. Le gouvernement, il ne pouvait plus passer à côté des groupes de femmes. On était là. On n'a pas tout gagné, mais on a gagné des choses. Mais on a gagné la solidarité entre les groupes de femmes aussi. Pour aller après, tu sais, aller chercher pour faire une marche mondiale des femmes, où il y a quoi, 165 pays qui ont participé en 2000. C'est un peu ces événements-là qui ont fait comme resolidifier, je dirais, le mouvement féministe. En 89, la réalité du VIH, quelqu'un qui était pris au VIH avait une espérance de vie de 0 à 2 ans. Les gens qui étaient les plus confrontés étaient les personnes gays et les UDI, les utilisateurs de drogues injectables. Malgré la formation que j'avais, où je considérais que j'avais un esprit ouvert, puis effectivement, j'ai un esprit ouvert, mais je ne pensais pas avoir de préjugés. Alors, il a fallu que j'apprivoise mes préjugés. Ici, à Victo, on n'avait pas, par exemple, d'infectiologue. On n'avait pas non plus un bassin suffisant de nombre de personnes pour qu'il y ait des spécialistes qui viennent s'installer. Alors, on a fait des démarches avec, à l'époque, la santé publique, de façon à voir, est-ce que c'est possible d'obtenir des services d'un infectiologue?
Ça a été la même chose au niveau de l'hygiène. On parle juste, ça paraît banal. Il n'y a pas un dentiste qui voulait ici recevoir les personnes. Il avait peur. Alors, il a fallu, nous, une fois qu'on a apprivoisé nos craintes, il a fallu faire des démarches pour influencer les dentistes de façon à ce que les personnes puissent avoir accès à ces services-là. On travaillait aussi au respect des droits des personnes, que ce soit en santé, que ce soit au niveau du travail. Quelqu'un, à mon époque, au début, s'il osait divulguer sa séropositivité à son employeur, 2 semaines après, il était remercié. Quand on parle de ces dimensions-là, on a tous ceux à qui on en parle ont un réflexe de recul. Alors, il faut qu'on provoque. Alors, on a décidé comme moyen de financement d'organiser une bavaroise. On a fait venir pour animer notre bavaroise un groupe de travestis de Montréal. Le spectacle de travestis a eu un succès, mais a eu un impact de refroidir beaucoup. On le savait que ça provoquerait, là. Mais la provocation a obligé au dialogue, a amené les gens à réfléchir. Et ça l'a amené des gens plus âgés à se rapprocher du Blitz. Ça a créé l'obligation de discussion. Ça nous a amené à rencontrer le maire de la municipalité de Victo, la mairesse de Drummondville, les maires de Plessisville et à l'époque. Et c'est comme ça, tranquillement, qu'on a réussi à renforcer le partenariat dans notre territoire autour du Blitz. Alors, de cette façon-là, tranquillement, les services se sont installés. Le Blitz s'est renforcé. On a fait les démarches pour recruter du personnel, mais aussi pour obtenir le financement. On a été un des premiers groupes, sinon le premier groupe, à faire de l'intervention parc. On faisait la distribution de condoms, on faisait l'échange de seringues et on sensibilisait beaucoup les gens à dire « on ne veut pas que vous arrêtiez, on veut que vous ayez des comportements sécuritaires ». Blitz, on a été impliqué beaucoup dans la Fondation Coq-Sida, qui est notre regroupement provincial. La COQ était importante à ce moment-là parce que s'il devenait notre porte-parole provincial auprès de la santé publique, auprès des bailleurs de fonds, auprès des chercheurs par rapport au VIH. La COQ a fait beaucoup d'interventions au niveau des pharmaceutiques. Alors ça, c'est une grande fierté du travail qu'on a fait au niveau de Victo. Moi, je veux lever mon chapeau aux gens qui ont osé s'afficher comme ça dans les débuts même jusqu'à l'an 2000, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'afficher beaucoup plus librement, pas sans difficulté, pas ça je dis, mais beaucoup librement que 30 ans plus tôt. Drummondville était une ville qui était mono-industrielle à une certaine époque, qui allait bien, puis qui à un moment donné s'est mis à très mal aller à la suite de la fermeture de toute l'industrie textile. On est autour de 2002. Et là, c'est un milieu qui se rebâtissait. Mais en même temps, quand on rebâtit, ça va pas à la même vitesse pour tout le monde. Fait que c'était des gens qui étaient concernés par ceux qui sont un peu en arrière du développement. La première initiative, ça a été de faire un rassemblement de toutes les forces sociales de la communauté, mais ça voulait dire les organismes communautaires, les organismes publics, les organismes chambres de commerce, municipalités, MRC, police. On a réuni tous ces gens-là dans une grande salle pendant 2 jours. Et là, la première chose qu'on s'est dit, ça nous prend un portrait de la région. Fait qu'on a fait un portrait de l'ensemble. L'idée étant de colliger tout ce qu'on peut ressentir chacun dans nos travails. Ça va pas bien là, ça va pas bien. Fait de tout ramasser ça. L'étude va être coulée avant qu'on la sorte. Et ça va créer un clash. On avait des maires qui disaient, on n'en a pas de pauvreté. On venait de sortir de cette zone d'ombre-là, et là, on voulait rien qui nuise à cette réputation-là. Mais ça va nous amener aux secteurs les plus pauvres.
2 quartiers particulièrement, le centre-ville puis le quartier Saint-Joseph. Dans le centre-ville, plein de choses comme l'hôtel de ville. Tous les services sont là. Saint-Joseph, c'est à peu près juste résidentiel. Puis il y a un préjugé. Quand on est à Drummondville, à cette époque-là, aujourd'hui, ça s'est beaucoup atténué, mais Saint-Joseph, c'est vraiment particulier. Et en plus, un développement qui physiquement est enclavé. Fait que ça faisait que ces gens-là vivaient dans un ghetto. Il y avait un grand parc, dont une partie était un skatepark pour les jeunes, avec des clôtures d'à peu près 20 pieds tout le tour. Puis c'est un skatepark qui commençait à vieillir, mais c'était une cage. Éventuellement, il va y avoir une politique de développement social et une démarche de revitalisation urbaine intégrée dans le quartier Saint-Joseph. Et on va transformer ce fameux parc-là. On va le refaire au complet. Dans tout ce qu'on veut faire dans ce quartier-là d'amélioration, ce qui nous anime, c'est de ne jamais tomber dans la gentrification. On a une carte, on met ça dans une salle, il y a plusieurs tables avec des gens du quartier. On leur met des crayons, puis des formes, puis si on met un kiosque, qui est où? Si on met des bancs, ils sont où? Les rues sont redessinées. L'école va embarquer dans cette histoire-là, va refaire la cour en arrière. Les travaux vont durer à peu près entre 3 et 5 ans. Le fameux ghetto, il va être rénové. Mais l'idée, c'est toujours ça, il faut que ces gens-là puissent rester là, mais qu'ils soient bien là. Puis que même que les autres, à Drummondville, on ne parle plus de ce quartier-là en disant « Saint-Joseph ». Ça va faire évoluer tout le monde. Tu sais, la ville aussi, elle va prendre conscience de plus en plus de cette réalité-là, puis de ces problématiques-là. Son premier budget participatif, c'est là qu'il va être testé. Puis en même temps, avec le Comité régional de développement social, on créait un document qui était « Prendre la route du développement social », où on décortiquait toutes ces affaires-là qu'on avait vécues, pas juste nous, là, d'autres démarches dans la région, où l'approche des élus, comment on organise les réunions, comment on développe une vision commune, comment on travaille sur l'approche différenciée par les sexes. Fait qu'on a tout découpé ça en petits morceaux, là, en sections, et ça donne un guide qui s'appelle « Prendre la route du développement social », dans lequel on explique les grandes étapes. Ça demeure un outil qui est intéressant là, pour fonctionner, apprendre à fonctionner ensemble.